Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une cinéaste bulgare importante qui, depuis quelques années, enfin depuis 2-3 ans, refait surface, et c'est très bien comme ça, grâce surtout au travail incroyable de Malavida. C'est une rétrospective en 2 parties. La première partie, c'est demain, le 8 mars. La seconde partie, ce sera le 5 juillet. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de cette cinéaste qui s'appelle Binka Jejaskova. J'espère que je l'ai bien prononcé, Binka Jejaskova. Et 2 de ses films, Nous étions jeunes, qui date de 61, et Le ballon attaché, qui date de 1967, donc sont ressortent en salle de cinéma grâce à Malavida, dont je remercie toute l'équipe, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Et pour en parler, je renoue le dialogue avec cette historienne, critique de cinéma, professeur Eugénie Zvonkin, qui était déjà venue pour nous parler de Loznitsa, d'un bouquin important. Et je suis très content qu'elle soit là pour discuter autour de Binka. Comment allez-vous ? Merci, très bien, et merci pour cette invitation, et merci de parler de cette cinéaste effectivement, qu'on devrait connaître depuis très longtemps en France, mais en fait qu'on ne cesse de redécouvrir. Et donc voilà, on est né à la nouvelle redécouverte, vraiment grâce aux efforts de l'équipe Malavida et grâce au festival de La Rochelle en France. Voilà, donc on espère qu'il y aura beaucoup de monde en salle dès demain, 8 mars. Pourquoi vous dites qu'il faut redécouvrir ? Pourquoi ? Alors déjà, pourquoi je pense qu'on aurait dû la connaître, c'est parce que cette cinéaste a déjà eu 2 films au festival de Cannes. Donc c'est en fait assez étonnant de se dire que, voilà, une cinéaste dont les films ont été, déjà un peu remarqués, qui ont été quand même dans le plus grand festival, au monde, ait besoin d'être encore introduite, redécouverte. Et on se rend compte, voilà, que l'histoire du cinéma a ce genre de failles comme ça par moment, où il faut y retourner plusieurs fois pour que le nom d'un ou d'une cinéaste s'inscrive définitivement dans le paysage mental des cinéphiles. Pourquoi il faut ? Parce que je pense que c'est vraiment une grande cinéaste. Donc, si vous n'avez pas vu ses films, vous avez vraiment raté quelque chose. Alors, l'intitulé, le sous-titre de cette rétrospective, c'est éclat au pluriel, d'une cinéaste révoltée. Bon, moi, je vois à peu près maintenant, je sais pourquoi, parce que j'ai vu les 2 films, Nous étions jeunes et Le ballon attaché. Mais pourquoi éclat ? Et pour révolter, ça, on va en parler de part aussi le fait qu'elle soit bulgare et ce qui s'en est découlé, et puis surtout pourquoi ces films ont mis du temps à être vus, en tout cas ailleurs. Mais pourquoi éclat ? Oui, je pense que c'est un titre assez bien trouvé. J'ai écrit aussi quelques textes sur Binka, là, pour accompagner les films à La Rochelle, et puis dans un article qui va paraître dans Positif en avril, et un petit texte pour la brochure de Malavida. Et je me suis rendu compte qu'on avait du mal, sous un seul mot, à réunir cette œuvre, parce que cette œuvre est extrêmement diverse. Et là, par exemple, on peut prendre ces 2 films qui sortent demain, le 8 mars. Donc, on a Nous étions jeunes et Le ballon attaché. Si on les prend comme ça, de prime abord, on dirait pas que c'est 2 films faits par la même cinéaste. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un film extrêmement lyrique sur des jeunes gens en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, je peux préciser un petit peu plus le contexte en Bulgarie si c'est nécessaire. Mais en tout cas, voilà, un grand film d'amour, un grand film de jeunesse inachevée, qui nous fait penser à beaucoup au cinéma soviétique d'ailleurs, à beaucoup de noms importants dans le cinéma soviétique. Et ensuite, on découvre Le ballon attaché, qui est plutôt un film extrêmement burlesque, satirique, qui nous ferait plutôt penser à du Kusturica très avant l'heure. Voilà, et donc qui est un apologue, qui est quelque chose qui n'est pas situé dans un ton véritablement ancré diégétiquement. Et donc, voilà, on a presque l'impression de voir 2 œuvres de 2 cinéastes différentes. Et pourtant, en fait, si on traverse vraiment son œuvre, on voit bien qu'il y a des thématiques communes. Et surtout, ce qui est commun à tous ces films, c'est le fait de se permettre absolument tout. Et c'est ce qui, moi, me séduit beaucoup dans son œuvre. J'aime bien les cinéastes qui se permettent tout et qui ont une forme d'insolence comme ça dans leur manière de raconter les histoires. Et donc, c'est ce que je retrouve chez elle dans tous ces films. Alors, avant de commencer de parler de ces 2 films, j'aimerais bien savoir un peu qui est Binka, d'où vient-elle, et puis surtout savoir quel est le cinéma comme disait Scherer, quel est le cinéma qui l'a regardée quand elle était enfant, voire adolescente,
ou alors peut-être vient-elle d'autre chose, peut-être du théâtre ou... Oui, alors c'est une très bonne question. Je ne connais pas assez bien la biographie de Binka Jeleskova pour répondre vraiment très précisément à cette question. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui est né dans les années 20, donc en 1923 très exactement, et c'est quelqu'un qui va avoir deux expériences importantes dans sa jeunesse. L'une, c'est qu'elle va faire partie en fait des jeunesses ouvrières qui vont justement soutenir la résistance antifasciste en Bulgarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut se rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Bulgarie est du côté de l'Allemagne. Donc c'est une résistance vraiment à l'intérieur, on va dire, d'un pays qui collabore avec l'Allemagne et l'Italie. Donc il y a, je pense, cette première expérience de révolte très forte qui va la construire très fortement comme artiste. Et en tant qu'étudiante, elle va plutôt étudier le théâtre, effectivement, avant d'en venir au cinéma. Et elle deviendra d'ailleurs, c'est pas la moindre des choses, la première cinéaste femme de films de fiction en Bulgarie. Et on dit souvent que qu'elle est un peu espèce de chef de file de la nouvelle vague. Je voudrais savoir un peu quand elle commence à faire du cinéma, comment se porte le cinéma bulgare à ce moment-là? Oui, d'ailleurs, pardon, j'ai pas tout à fait répondu entièrement à la question précédente, c'était quel est le cinéma qui la regarde. Alors, donc je ne connais pas spécialement ses goûts à elle, mais en même temps, il y en a un certain nombre qu'on peut déduire extrêmement facilement en fait en voyant les films. Voilà, on va prendre l'exemple de Nous étions jeunes, qui est déjà donc en salle normalement dès demain. On ne peut pas, je pense, voir ce film et ne pas penser au duo Mikhail Kalatozov, Sergei Roussevski avec Quand passent les cigognes. Donc tout ce cinéma soviétique du dégel, en fait, avec une caméra très virevoltante, très virtuose, avec aussi justement un vrai lyrisme dans la trajectoire des personnages. D'ailleurs, l'actrice principale de Nous étions jeunes, Rumiana Karabelova, je trouve qu'elle ressemble singulièrement à Tatiana Samoylova de Quand passent les cigognes. Voilà, donc là, je pense qu'il y a vraiment des proximités. Et d'ailleurs, Nous étions jeunes va avoir un prix à Moscou, au Festival de Moscou. Donc, comme quoi la reconnaissance ne va pas que dans un sens. Il y a, je pense, une manière chez les soviétiques de immédiatement identifier Jeleskova comme une des leurs, on va dire, en termes de langage cinématographique. Voilà. Alors, donc effectivement, tout se restructure après la Seconde Guerre mondiale, puisque justement, la Bulgarie va entrer plutôt dans le bloc socialiste. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, cette restructuration va donner l'occasion à un certain nombre de jeunes gens d'arriver dans le cinéma, dont Binka Jeleskova et Hristo Ganev, qui, lui, va être donc le co-réalisateur de leur premier long métrage, tous les deux, La vie s'écoule silencieusement, et qui va ensuite être scénariste de la plupart de ses films. Et lui, il aura étudié à Moscou avant d'arriver dans la profession. Donc, on voit bien quand même comment cette chose-là infuse très fortement le cinéma de Jeleskova. Après, dans les références qu'on peut évoquer, on parle très souvent de néoréalisme italien par rapport à son cinéma, parce que je pense qu'il y a effectivement une manière de faire émerger comme ça des personnages qui se révèlent héroïques, voilà, qui ne peuvent pas ne pas nous faire penser à du Rossellini, par exemple, de la première heure, des choses comme ça. Voilà, mais il y en a beaucoup des références, et ça qui est très intéressant, c'est qu'elle est vraiment un peu entre tous ces cinéastes-là, et en même temps, dans son montage, dans la manière très osée, très libre dont elle va monter des plans en apparence pas forcément très proches. Pour le coup, elle peut faire penser aussi bien à des cinéastes soviétiques que, par exemple, à de la nouvelle vague française. Et là, pour le coup, quelqu'un comme Godard ne serait pas si loin que ça. Mais par rapport à ses confrères et plutôt consoeurs, enfin plutôt confrères, parce que ce que vous évoquiez, là, vous disiez, est-ce qu'elle se démarque de tout cela ou de ce cinéma-là? Est-ce que le cinéma bulgare était un cinéma un peu plus... Vous parlez de la nouvelle vague, quand la nouvelle vague arrive, c'est une force d'attaque contre le cinéma de papa. Est-ce qu'il y avait une espèce de cinéma de papa comme ça, très schématique en Bulgarie, ou alors elle faisait partie d'un groupe? Non, je pense qu'effectivement, c'est un groupe, c'est un certain nombre de cinéastes qui arrivent en même temps dans le cinéma bulgare. Et par ailleurs, bon, c'est toujours très compliqué parce que quand on arrive, tous les groupes comme ça de jeunes cinéastes, de jeunes artistes qui arrivent s'opposent d'une certaine manière à une forme d'art passé. Ceci étant dit, évidemment que c'est toujours beaucoup plus compliqué, y compris d'ailleurs si on prenait le paysage français. Donc voilà, donc j'ai un peu du mal avec ce genre de simplification, y compris d'ailleurs dans le cinéma soviétique. Voilà, quand on prend le cinéma du dégel, en fait, on voit bien tout ce qu'il peut tirer aussi comme inspiration, comme structure narrative d'un cinéma
stalinien dans lequel il y a plein de choses dans lesquelles il ne se reconnaît pas, les cinéastes ne se reconnaissent pas. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose un peu de similaire. Donc déjà, il y a quand même un revirement complet politique, puisque évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, le cinéma en Bulgarie n'est pas du tout du même acabit. Mais par contre, je pense que ce qu'on attend de Binka Jelaskova, c'est qu'elle fasse du bon cinéma socialiste. Et c'est là qu'on voit en fait qu'elle ne correspond pas malgré tout au canon. Elle avait tout en fait pour devenir la grande cinéaste officielle. C'est d'ailleurs malgré tout parfois comme ça qu'on peut l'apercevoir en Bulgarie. Parce que donc elle a cette manière, voilà, donc elle vient, elle a fait partie de ces jeunesses ouvrières, elle s'impose, mais dès son premier film, qui est donc La vie s'écoule silencieusement, elle se confronte à de grandes difficultés de censure, parce que la manière dont elle va décrire cette lutte communiste des résistants ne correspond pas du tout à l'image qu'on voudrait donner de cette époque-là, qui serait beaucoup plus policée et beaucoup plus optimiste. Est-ce que c'est l'idée aussi que par rapport à ce film Nous étions jeunes, est-ce qu'il y a l'idée aussi, parce que ça se passe donc pendant la période du nazisme, comme vous l'évoquiez, et puis est-ce que c'est aussi parce qu'elle s'intéresse beaucoup plus à cette histoire d'amour, donc aux individus et non pas au collectif, qui fait que ça a créé des problèmes? Alors, déjà, les premiers problèmes viennent plutôt du film précédent, qui en a posé beaucoup plus et qui a d'ailleurs été rangé, comme on dit, sur les étagères pendant 2 décennies. Donc c'était La vie s'écoule silencieusement, qui est un film donc, qui date de 1957. Donc, pour avoir une idée, c'est la même année justement que Quand passent les cigognes, qui va obtenir la Palme d'Or à Cannes. Donc, La vie s'écoule silencieusement, c'est le récit des anciens résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vont se retrouver quelques années après. Et en fait, au lieu d'en faire un récit de héros du passé qui vont continuer à être un peu des héros du quotidien et de la construction socialiste, ce qu'elle montre, c'est à quel point beaucoup d'entre eux sont dans la compromission, dans la trahison de leurs idéaux passés, à quel point il est difficile en fait de maintenir une vraie croyance, on va dire, idéologique dans un monde contemporain qui, tout socialiste qu'il est, évidemment, voilà, est extrêmement ritualisé, formel, voilà, et qui ne correspond pas aux idéaux et aux rêves de ces résistants. De l'époque en tout cas. Voilà. Et donc ce film-là, il va poser tellement de problèmes que carrément il va être interdit. Donc Nous étions jeunes, c'est un peu l'occasion qu'on donne à Binka Jelaskova de refaire sa copie, parce que c'est un peu le même sujet, et donc on lui dit il faut faire mieux. Donc sur ce film-là, il y a aussi des problèmes, mais beaucoup moins. D'ailleurs, le film est quand même envoyé au Festival de Moscou, preuve que malgré tout, c'est un film qui n'est pas, voilà, qui n'est pas perçu de façon aussi négative. Mais évidemment, ce qui pose problème, entre autres, c'est justement ces portraits parfois un peu complexes d'une jeunesse en errance. En particulier, il y a quelque chose, je pense, qui est vraiment un nœud névralgique du film, c'est que ces jeunes gens qui vont donc tenter de faire des actions pour résister, plusieurs de ces actions vont rater, et ils ne vont pas rater parce que quelqu'un de très malveillant a essayé de les empêcher, mais plutôt parce qu'ils sont jeunes, qu'ils ne sont pas très expérimentés. Donc, en fait, ils ratent parce qu'ils ne sont pas forcément si bons que ça. Et puis, surtout, une fois qu'ils ratent, il y a le soupçon qui s'installe. Et ça, c'est quand même très, très fort et très violent, je pense, dans ce que raconte, très noir dans ce que raconte le film, sur cette manière dont finalement le soupçon va aller ronger jusqu'au cœur de toutes les relations, y compris des relations amoureuses et amicales, voilà, les plus soudées. Et donc, le fait qu'ils ne soient pas épargnés de ça, évidemment, en fait des personnages complexes. Est-ce que la forme aussi a participé à cette censure? Alors, de façon, en tout cas, évidente. Alors là, le bon exemple serait plutôt Le ballon attaché sur la forme. Oui, exactement. C'est un film incroyable. Ouais, le film est totalement incroyable. Alors, là, je vous coupe la parole, mais j'en suis vraiment désolé. Donc, cette question-là, on la garde. Mais alors, le ballon attaché, c'est 67. Donc, entre 61, Nous étions jeunes, et 67, que s'est-il passé chez Binka? Et puis, pourquoi ensuite elle fait ce film-là? Et là, le rapport à la forme n'est plus anodin. Donc, oui. voilà. Bien sûr. Alors, je trouve qu'il y a déjà une grande inventivité formelle en fait dans ces 2 premiers films, mais effectivement, c'est vraiment là que il y a une vraie bascule, je dirais, avec ce film-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pas grand-chose. Mais en fait, quand on voit les filmographies des cinéastes du bloc socialiste, c'est malheureusement souvent comme ça. C'est-à-dire que c'est des cinéastes qui auraient pu travailler à une cadence beaucoup plus élevée. Et puis, on voit bien que justement, comme les films dérangent, comme les processus de fabrication sont complètement imbriqués avec les processus de censure,
C'est-à-dire, par exemple, je crois qu'autour de La vie s'écoule silencieusement, c'est 2 ans de discussion au sein du studio pour autoriser en fait le tournage du film. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Voilà. Donc, bon, après, on pourrait dire aujourd'hui en France, pour faire financer un film, parfois il faut aussi 2-3 ans. Donc, voilà, il y a différents types de contraintes. Les sujets de conversation sont différents. Sont pas les mêmes. Voilà, exactement, sont pas les mêmes. Donc là, voilà, c'est ça qui est très difficile à imaginer de loin, mais dans ce bloc socialiste, en fait, la discussion sur le film et sur l'idéologie, en fait, la forme du film est complètement imbriquée avec la fabrique, le fait d'autoriser ou non le film à se faire. Et donc, c'est des processus extrêmement longs. Et donc, voilà, les cinéastes ont tendance, comme ça, parfois à attendre 2, 3 ans, 4 ans. Donc là, ici, c'est 6 ans, c'est très, très long avant de repasser à la réalisation. Alors, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, il faudrait demander en fait à ses collaborateurs les plus proches. Souvent, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de cinéastes du bloc socialiste, quand on leur dit qu'ils ratent les films sur des sujets très importants idéologiquement, comme là, par exemple, voilà, la Seconde Guerre mondiale, la résistance, les jeunesses ouvrières, etc., on leur conseille de s'éloigner un petit peu, de faire des choses qui impliquent moins qui sont moins connectées en fait au réel. Donc par exemple, c'est comme ça que Tarkovsky va se retrouver à faire Andrei Roublev, parce qu'on lui a conseillé de prendre un film historique, parce que ça poserait moins de problèmes que L'Enfance d'Ivan, qui est un film sur la Seconde Guerre mondiale. Donc est-ce que c'est ça qui la pousse en fait à prendre ce texte, donc L'agitation, Sumatoho, de Jordan Redchikov? Je ne sais pas. Bon, ça se passe en fait encore pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, on voit bien que c'est un film apologue et donc il est complètement au-delà de tout contexte historique précis. En tout cas, ce qui va lui arriver, c'est la même chose qu'à Tarkovsky, c'est-à-dire que ce sera encore pire. Le fait d'avoir pris quelque chose qui en fait semble éloigné d'un présent historique fait qu'en fait le parallèle est d'autant plus saillant. Et donc, on voit bien que dans le film, en fait, elle va moquer de façon extrêmement féroce, satirique, en particulier le désir de pouvoir des uns et des autres, des petits groupuscules qui vont se battre, qui sont tous... Mais qui vient des petites gens, c'est ça qui est fascinant. Voilà. Oui, tout à fait. C'est que c'est en chacun d'entre nous, en fait, cette volonté de pouvoir, cette volonté d'en remontrer aux autres, d'attraper un plus gros morceau que les autres, etc., etc. Mais sauf que, en fait, on voit bien comment ces petits personnages grotesques vont très vite s'ériger comme des dirigeants, comme des mini-dirigeants locaux. Et donc, en fait, ça a été très, très mal perçu par la censure, en particulier la séquence où donc, ils tiennent l'âne. Donc, voilà, c'est vraiment très drôle. C'est une espèce de grande moquerie de tous les grands rituels politiques, on va dire. Et donc, voilà, ça a été très, très mal perçu parce que ça a été vraiment compris comme une moquerie directe, en fait, de tout ce rituel socialiste un petit peu engoncé, on va dire, de l'époque. Mais ces films-là, est-ce qu'ils ont été vus ailleurs qu'à Moscou ou en Bulgarie, ailleurs, mais vraiment, je ne sais pas, en France, ou est-ce qu'il a fallu attendre La Rochelle et ce que fait Malavida pour avoir déjà une idée? Alors, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. En fait, je me dis que Nous étions jeunes, c'est un film qui aurait pu tout à fait être montré en France, mais je n'ai pas cette information-là, je ne suis pas sûre et je ne pense pas. Après, en fait, comme je disais, il y a certains films qui ont été vraiment censurés, donc rangés vraiment sur l'étagère. Donc ceux-là, clairement, ils n'étaient pas visibles. Nous étions jeunes, ça a un peu circulé, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas impossible. C'est vraiment avec des films plus tardifs, comme par exemple Leur dernière parole, hein, Poslednyata Douma, donc en 1973, va aller à Cannes, pour le coup. Donc ce film-là, il a été vu à Cannes. Donc, en fait, ça aurait dû, normalement, en tout cas, faire connaître Jelaskova, faire découvrir ses films. Et puis, ça n'a pas vraiment eu lieu, alors que le film a eu du succès. À Cannes, a été vraiment apprécié par la critique, par les professionnels à l'époque. Le nombre de cinéastes comme ça qui aurait dû avoir une carrière impressionnante et on continue encore d'en découvrir, que ce soit en Afrique ou dans les les anciens pays de l'Est, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est assez impressionnant. Que s'est-il passé après? Parce que je sais qu'il y a une deuxième rétrospective qui va se tenir le 5 juillet, si je ne me trompe pas. Mais que s'est-il passé après concernant Binka? Alors, donc oui, quelques mots sur la suite. Donc, effectivement, elle va quand même continuer à faire des films. Et en fait, on voit bien qu'elle est donc très, très obsédée, on va dire, par cette thématique de la Seconde Guerre mondiale, puisque, par exemple, Leur dernière parole, c'est encore un film sur la Seconde Guerre mondiale, et sur des jeunes femmes donc, qui ont résisté, qui sont donc emprisonnées
et en attente de jugement dans une cellule. Et donc, c'est vraiment leur dernier jour et la manière dont finalement elles vont tenter de vivre, de survivre, de garder leur dignité malgré tout. Donc c'est vraiment une vraie obsession chez elle. Et puis donc elle va continuer. Donc un autre film que va montrer, donc va sortir Malavida, qui est un film que moi j'ai trouvé extrêmement émouvant. C'est La piscine, Basseinat, qui est un film de 77 et qui, alors pour le coup, très évocateur de ce qu'on appelle la période du socialisme tardif. Bah oui, c'est une drôle d'expression, très juste en fait. Cette espèce d'état d'une société assez étouffante, où on a l'impression qu'on ne peut plus faire grand-chose, on ne peut plus dire grand-chose. La possibilité d'action, la croyance dans une révolution sont réduites à quasiment néant. Finalement, les seules choses qu'on peut faire, c'est se réinventer soi-même, réinventer sa propre vie, ou faire des actions artistiques. Et d'ailleurs, dans ce film, il y a un personnage très très beau qui s'appelle Buffo, qui est un espèce d'artiste un peu farfelu et qui justement ne cesse de faire ça. Et une de ses grandes actions, c'est qu'il s'arrête dans la rue, il arrête des gens dans la rue, il enregistre du silence, et il leur dit « je voudrais enregistrer votre silence ». Donc, ce qui est vraiment, évidemment, très évocateur de justement cette atmosphère très engoncée. Et au milieu de tout ça, on a une jeune fille, donc toujours une jeune fille chez Jelaskova, qui essaie de tracer sa voie, qui essaie de trouver comment finalement inventer sa vie dans ce contexte-là. Et donc, mais ce qui est assez frappant chez Jelaskova, et c'est là qu'en fait elle est vraiment étonnante, c'est quand cette atmosphère un peu déprimante, on va dire, un peu comme ça de désarroi, de ne pas savoir comment réinventer sa vie, c'est quelque chose qu'on avait déjà dans son premier long métrage, celui qu'elle avait co-réalisé avec Hristo Ganev, en 57, donc à une époque où pour le coup personne ne le faisait. Je veux dire, que ce soit en Union soviétique, que ce soit partout ailleurs dans le bloc socialiste, c'est vraiment, elle est très très en avance, peut-être justement du fait de ce vécu et d'un sort de courage peut-être artistique qu'elle a eu. Voilà, donc finalement on retombe un peu sur quelque chose de similaire. Et par la suite, elle va faire encore 2 téléfilms et puis des documentaires sur des femmes en prison. C'est peut-être leur dernière parole qui l'a inspirée à travailler sur ces questions-là. Ça a beaucoup travaillé la question de la maternité en prison, des femmes en prison. Et par contre, ce qui est assez tragique, mais bon, ce qui est là encore assez fréquent en fait dans ces trajectoires-là, c'est qu'elle ne fera plus de films après la perestroïka, après la chute du bloc socialiste. Voilà, donc c'est quelqu'un dont le dernier film date de 1988. Voilà, et donc voilà, elle ne fera plus de films après. Et elle est morte en 2011, si je me trompe pas. C'est ça, oui. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2011 ou 2013, je ne sais plus. Dans les années 2000, tout début des années 2010. Ouais. La première partie, cette rétrospective, donc c'est Nous étions jeunes et le ballon attaché. Je crois que le 5 juillet, ce sera la piscine. Il y a la piscine que j'avais notée, mais aussi la vie s'écoule silencieusement. Donc ça sera le 5 juillet. J'espère que à ce moment-là, on se retrouvera pour parler de ces 2 films-là. Allez voir les 2 films en question de Binka Jelaskova parce que c'est vraiment incroyable. Et merci beaucoup, beaucoup Malavida pour ce travail important. C'était en tout cas un plaisir. Merci beaucoup Eugénie Zvonkine d'être là aujourd'hui, en sachant que c'est une journée un peu spéciale, mais en tout cas vous étiez là pour nous en parler. Et puis c'était vraiment un plaisir. Et puis j'espère vous retrouver pour cette deuxième partie importante. Avec merci à vous. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my ride.